vais donc passer la parole à Isabelle Rachel Casta pour une communication sur la mauvaise fille de bonne famille ou une thématologie du double féminin dans la sérialité pour la jeunesse. Isabelle Rachel Casta est à l'université d'Artois, professeure de littérature, rattachée au laboratoire Textes et Culture. Les objets de recherche sur lesquels tu travailles, c'est la dark fantasy, les cultures fantastiques, noires et criminelles, la sérialité sous toutes ses formes. Et tu as récemment dirigé aux presses Université d'Artois l'énigme du mal, avec une majuscule, en littérature de jeunesse. Et je citerai aussi, parmi les nombreux articles, celui qui a pour titre « Car ton sang, c'est mon sang », la problématique sacrificielle dans la fantaisie vampirique, un merveilleux transcendantal, qui est un acte de colloque à l'issue du colloque international poétique du merveilleux et qui a été publié aussi aux presses universitaires d'Artois en 2015 sous la direction d'Evelyne Jacquelin et Anne Besson. Nous t'écoutons. Alors, je voudrais commencer par quelques mots d'exergue. Je vais montrer, alors c'est un peu étonnant de montrer un disque, on aimerait mieux l'entendre, mais enfin, on ne va pas le faire. Hein. Donc, je vous montre la réécriture française récente et transmédiale de Dracula par Kamel Wally, qui s'intitule « Dracula, l'amour plus fort que la mort ». Donc, je tire ces quelques mots d'exergue. Je sais. Je suis le genre de fille facile, indocile, qui part toujours en vrille, mauvaise fille de bonne famille. C'est cette relecture contemporaine donc de Dracula sous forme musicale, hein, c'est un show, c'est une comédie musicale, que j'ai emprunté à la fois le titre, Mauvaise fille de bonne famille, et les premiers mots de cette étude. Car le personnage de Lucie, donc l'une des deux héroïnes de Dracula, tour à tour exagérément exaucée ou complètement sacrifiée par les réécritures et les plus récentes exégèses, exemplifie à mes yeux parfaitement la problématique de la mauvaise fille dans le double féminin, puisque tel est quand même, j'ai envie de dire, mon biais, hein, mon angle ici. Hein. Figure Janus, qui structure bien des romans, romans singuliers comme sériels d'ailleurs. Oui, Lucy Westenra versus Mina Murray, ou Face versus Buffy, dans le show bien connu, Buffy contre les vampires, appartiennent à la fantasy, qu'elle soit Gaslamp Romance, c'est-à-dire romance à la lumière du gaz, ou plus dark fairy tale comme Buffy, Lost Girl ou Angel. Mais le conventionnalisme plus réaliste de certains récits pour la jeunesse français, et j'en ai élu 3 qui sont particulièrement connus, je crois. Le premier, c'est Comme des images, de Clémentine Beauvais, paru très récemment en 2014. L'autre, c'est Copie double, et on a presque envie d'entendre le titre de Brian De Palma derrière, Body Double, hein, la doublure. Copie double donc de Marie Desplechin. Je ne sais pas si on dit Desplechin ou Desplechin. Excusez-moi d'avance, je dirais l'un comme l'autre. Bon. Donc, qui est paru, lui, il y a une petite dizaine d'années. Et enfin, un titre vraiment propitiatoire. Il faisait chaud cet été-là, hein, d'Agnès de Lestrade, avec bien sûr un clin d'œil, me semble-t-il, à Mankiewicz et à son Soudain l'été dernier. Quand même, il faisait chaud cet été-là. Disons, il y a peut-être là un effet de rémanence, de couture, hein, comme nous dirait Laurence. Donc, nous fournissent, ces titres, en effet, nous fournissent un riche matériel fictionnel où décliner les nuances de l'opposition non dénuée d'assurance entre les gentilles filles et les bad girls, sœurs de nuit ou de sang. Lucy, Lucius, hein, Lucy Westenra, elle porte ironiquement dans son prénom cette lumière qu'elle ne verra plus jamais, puisque elle est non seulement morte, mais elle est encore faite vampire, hein, par la morsure de Dracula. Elle est donc 2 fois maudite. Et si les paroles kitsch à souhait qu'on va lui mettre dans la bouche, je parle bien de la réécriture, hein, française récente, à l'heure de son repos éternel, chante la complainte de la fille perdue, c'est qu'il y a certainement dans ces œuvres populaires, au sens de la réception, une leçon typologique forte. Je cite, « Ici, cette nuit, je suis la même. À tous ceux qui m'aiment, je veux qu'ils se souviennent, leur mauvaise fille de bonne famille.
Alors le ici et le cette nuit est très particulier puisqu'elle va sauver finalement par les interventions de ses amis. On va lui arracher le cœur, on va lui couper la tête pour qu'elle ne soit pas vampire. Elle va donc éviter l'enfer, bien sûr pas la mort mais l'enfer, et elle part effectivement soutenue, c'est dommage qu'on ne puisse pas entendre ce morceau, mais soutenue par les chœurs plaintifs de ses amis, et elle bascule dans la nuit éternelle sur ce dernier mot, leur mauvaise fille de bonne famille. Facilité dramaturgique héritée du mélodrame ou questionnement gros de pertinence sur nos représentations de la psyché féminine adolescente. Buffy comme Faith, Léopoldine comme Iseut, je pense à Clémentine Beauvais, ou Blanche comme Violette, je pense à Qu'il faisait chaud cet été-là, pourraient faire chorus en suppliant et ordonnant le traîne du double sacrificiel. Aimez-moi comme je suis, aimez-moi comme si j'avais fait autre chose que vivre. Moi, je fais n'importe quoi. Fin de citation. 3 moments rythmeront cette réflexion. Nous poserons d'abord le double féminin comme archétype fictionnel, puis nous observerons la dégradation du couple oppositionnel pour enfin souligner l'identité corrompue en altérité qui, la plupart du temps, résout / liquide la problématique duel. J'ai appelé cette première partie Fille bifrance ou Cœur Janus, un archétype fictionnel. Je voudrais que nous nous souvenions d'un film américain d'il y a quelques années maintenant, très dérangeant, le film de Barbara Schroeder, qui s'appelait Single White Female. Alors, en français, Jeune fille partagerait appartement, qui est l'œuvre fondatrice traumatisante, si vous voulez, et traumatogène, sur le double féminin, sur la mauvaise fille dans le double, mais aussi la série plus récente, je ne sais pas si elle est passée en France, je ne sais pas, qui s'appelle Ringer, c'est-à-dire Sosie, où la même actrice, Sarah Michelle Gellar, incarne 2 jumelles. En effet, le thème du double maléfique ou de la jumelle retorse fonctionne très bien. Les 2 visages de Sarah Michelle Gellar, tantôt Bridget émouvante et paumée, tantôt Siobhan manipulatrice et toxique, offrent une déclinaison particulièrement topique de ce patron fictionnel qui voit s'affronter les doppelgangers, les doubles du romantisme, les doubles fantastiques du romantisme allemand, dans un vertige d'identité et d'identification jubilatoire. On retrouve sensiblement la même confusion névrotique dans Copie double, donc de Marie Desplechin, lorsque Aliénor, alors si vous voulez, ce roman est fondé sur l'opposition, la fascination-opposition de 2 jeunes filles. L'une s'appelle Aliénor, on a envie de dire c'est presque trop beau pour être vrai, Aliénor qui s'aliène, bien sûr, Aliénor qui est l'autre, et qui va mourir à elle pour s'éveiller en l'autre qui s'appelle Anne. Donc, bien sûr, une très grande ressemblance au niveau des prénoms, j'y reviendrai, l'une contenant l'autre. La narratrice, cela rejoint beaucoup de choses que vous disiez, je vous écoutais, je jouissais, si je puis dire, de vous entendre, parce que cela annonçait. Donc, moins brillante élève, mais mieux dans sa peau, mieux vaut être Anne qu'Aliénor. Alice et Laura, les amis de longue date, Eric, le petit amoureux, vont bientôt être effarés de l'obsession d'Aliénor pour Anne, du caractère inconditionnel, dévastateur de sa stratégie de conquête, liaison dangereuse ou amitié particulière. J'y reviendrai peut-être, si le temps m'est donné, sur ce traitement très particulier des romans crypto-gays, et même on va dire des albums crypto-gays. Il y en a un qui a une vingtaine d'années maintenant, 1992, et ça s'appelle, je crois, je veux épouser Anna, ou quelque chose comme ça. C'est très drôle, c'est une petite fille qui veut épouser sa meilleure amie, la tête de la maman. C'est vraiment un poème. Quoi? Mais bon, évidemment, comme c'est pour enfants, c'est très édulcoré. Enfin, peut-être. Donc, par le biais, justement, des sollicitations des sciences humaines, qui sont les adossements de ces corpora, on rejoint ici les problématiques de Jean-François Chasset, par exemple, dans Les lieux d'imaginaire,
et aussi un peu dans Poe ou Une pensée de la fin, et également la pensée de Bertrand Gervais, pour qui l'approche épistémocritique des œuvres fictionnelles met en valeur une sémiotique plus ouverte, et je pense en particulier à Logique de l'imaginaire, hein, qui englobe et répond relativement bien à nos problématiques. On notera à cet égard le caractère spéculaire des prénoms choisis dans Copie double, comme dans Il faisait chaud. Anne et Aliénor, je l'ai déjà dit, hein, partagent au moins leur initiale, bien sûr, hein, Anne, AA, tandis que Blanche et Violette, dans Il faisait chaud cet été-là, excipent d'une symbolicité des couleurs qui induit déjà une lecture différentielle. À la blancheur candide et neuve de la première répondent les harmoniques plus sombres de la deuxième, et je vous écoutais justement parler de Violette. Hein. Alors n'importe quel psychiatre, au bout de 2 mois d'apprentissage, dirait dans Violette il y a viol, mais c'est sans doute vrai, mais ça n'est pas très intéressant ici. Et je préfère, moi, penser à l'acception latine du dies violaris, c'est-à-dire le jour des morts. La violette étant à la fois garant du souvenir, puisque de la fidélité, hein, il n'est de fidélité que par le souvenir, mais aussi fleur que cueillait Proserpine lorsqu'elle fut entraînée aux enfers, et donc par là même signe d'une mort en travail dans la vie. Donc, entre la blancheur de celle qui commence et la violette de celle qui se souvient, il y a bien sûr un riche aller et retour. Spiritualité tourmentée, disais-je, parfois teintée de mysticisme également. C'est bien ainsi que le roman, comme des images de Clémentine Beauvais, je n'ai aucun intérêt à vanter ici, mais c'est vraiment un roman qui passe très bien parmi les élèves, j'ai envie de dire un petit peu de tous âges, parce qu'on peut faire des lectures tout à fait différentielles, hein, qui est paru donc chez Sarbacane il y a un peu plus d'1 an maintenant. Montre non seulement un double féminin, mais, c'est intéressant, un trio féminin, puisqu'au face-à-face narratrice-héroïne, le jeu de la narratrice restera anonyme, et elle parle de sa meilleure amie, Léopoldine. Oui, bon, d'accord, Léopoldine comme Léopoldine Hugo, hein, on a des lettres, on n'en a pas, mais enfin, là aussi, ça n'est pas le plus important, je crois. Eh bien, se surajoutent ou se surimpriment les 2 autres duos, narratrice versus Iseult, Iseult étant la jumelle de Léopoldine, et bien sûr Léopoldine versus Iseult, les 2 jumelles, elles-mêmes face à face plus que côte à côte. La seconde étant donc, enfin Iseult là aussi, hein, comme Tristan, Iseult étant, je viens de dire, la sœur jumelle de la première. Le tout sur fond de vidéos intimes, de vengeance d'amoureux éconduits et d'amitié sulfureuse, éclose ou brisée au sein du prestigieux lycée Henri IV. La force du roman est de lier les affects adolescents éternels, pourrait-on dire, aux techniques de communication les plus récentes, Facebook bien sûr, mail, texto, et même, et oui, les fameuses sextapes. Hein, il n'y a plus un téléfilm sans, hein, les garçons et les filles se filment dans des ébats que nous aurions appelés intimes, mais comment faut-il les appeler? Extimes, peut-être, hein, puisqu'ils sont destinés à être vus, partagés, commentés, bon, dans une sorte de partouze a posteriori, si je puis dire, qui est un petit peu surprenante. Voilà. Donc, tout cela vient éclairer la complexité des liens entre la reine du bal, Léo, quand on s'appelle Léopoldine, on se fait appeler Léo, et sa dévouée Dauphine, qui fut aussi jadis la meilleure amie de sa sœur. Les garçons sont relégués dans une secondarité d'objets, à gloser ou à conquérir, certes, mais avec qui les engagements sont de peu de poids, au regard des pulsions féminines, moteur et carburant véritable du drame. Les garçons, ce sont les... Comment on pourrait dire ça? Vous savez, il y a une chanson très amusante qui disait « À cause des garçons, on se crêpe le chignon à cause des garçons ». Eh bien, ici, on a l'impression que les garçons ne sont un petit peu que les... Comment dire, les cosmétiques, hein, si je dis cache-texte, ça va franchement être gênant. Bon, donc, les monnaies d'échange, mais que les véritables histoires, elles se passent bien entre filles. Ce que ne peut faire la narratrice de
comme des images, eh bien, les romancières américaines, les romanciers, mais ce sont des romancières, n'hésitent pas, elles, en remettant leurs héroïnes 10 ans ou 5 ans avant et en leur faisant recommencer l'histoire. C'est ça, hein, la dark fantasy, on peut faire beaucoup de choses. Et vous avez d'ailleurs dans l'exemplier des tas de citations dont je ne parlerai pas du tout ici parce que ce sont des exemples plutôt pris dans, effectivement, le domaine anglo-saxon, mais on pourra toujours les parcourir si besoin est. Une simple allusion à une série très populaire, hein, bien sûr, puisqu'il s'agit de La Maison de la Nuit, qui vient de... pardon. C'est pas La Maison de la Nuit, c'est Journal d'un vampire. J'ai tendance un petit peu à la confondre. Et Journal d'un vampire voit Helena, la petite héroïne, hein, remise littéralement 3 ans avant pour réparer tout ce qui peut l'être. Et elle croise, bien sûr, sa meilleure ennemie qui ne sait pas hein, qu'elle va devenir son ennemie. Et elle se dit que peut-être il faudrait, à ce moment-là, eh bien, ne pas refaire les mêmes sottises, ne pas réécrire l'histoire exactement pareil. Donc, je passe très vite là-dessus. Hein. Une autre série où l'on voit s'affronter 2 personnalités féminines, et je les trouve très intéressantes, la méchante, entre guillemets, qui s'appelle Mimi, et la gentille, qui s'appelle Théodora, en français en tout cas, et l'une fait oublier l'amour de l'autre, hein, elle pique littéralement le frère amant de l'autre, puisque les vampires s'épousent entre frères et sœurs, comme les pharaons d'Égypte. Hein. Et en fait, on pense que la très méchante, c'est Théodora, c'est Mimi, puisqu'elle veut tuer Théodora, elle veut tuer l'héroïne. Eh bien, pas tellement, parce qu'au fond, elle n'a peut-être pas tort, en effet. Théodora aurait dû oublier son amour pour laisser la loi s'exprimer, parce qu'on commence à déranger la loi au nom de la subjectivité, et après, effectivement, c'est la guerre de tous contre tous, et au fond, le monde des vampires va s'écrouler, parce que, à cause de l'amour, hein, donc faut-il choisir l'amour ou faut-il choisir la loi ? Hein, c'est une problématique très forte entre ces 2 femmes, et c'est vrai que la réponse peut être tout à fait ambiguë. Ambiguïté aussi, mais là aussi j'irai très très vite, entre Lucie et Mina, et j'ai mis dans l'exemplier toute une série de termes extrêmement flatteurs pour Lucie, celle qui va pourtant tourner mal hein, et devenir finalement la première victime de Dracula. Lucie, charmante et jolie, Lucie qui avait un teint admirable, Lucie toujours charmante, cette charmante demoiselle toujours très jolie, fraîche comme une rose. Autrement dit, on a l'impression qu'il y a une précipitation, une agglutination hein, des connotations positives vers Lucie, et que la mort même, et ça c'est très inquiétant et dangereux, la rend encore plus belle. Beauté angélique, qu'elle était belle, beauté des traits, aussi jolie, de plus en plus jolie. Quand la mort vous rend belle, c'est que vous avez basculé du côté obscur, comme dirait quelqu'un, hein, depuis longtemps. Alors, je ne parle pas du tout de la problématique presbytérienne, hein, qui est celle de Stoker, hein, ici, mais simplement une petite citation sur Mina, dite par Van Helsing, qui est un étranger, donc qui a un regard surplombant sur les Anglais. Hein. Elle est vraiment une femme de Dieu. Il l'a faite de sa propre main pour nous prouver à nous les hommes, mais aussi aux autres femmes, qu'il existe un paradis où nous entrerons un jour. Donc là, bien sûr, la pure Mina contre la dépravée Lucie, c'est quelque chose qui est une sorte de schéma récurrent fictionnel. J'ai appelé ma deuxième partie celle qui inquiète le voir. En effet, le thème de la pauvre petite fille riche, miroir déformant, traverse aussi « Il faisait chaud cet été-là », puisque l'assurance et l'impétuosité de Violette, qui est une fille aisée et qui invite sa petite amie plus modeste, Blanche, à passer l'été avec elle, les vacances avec elle, cette aisance est symbolisée par la belle maison grand-maternelle. Blanche, timide et réservée, socialement modeste, comprend cependant que son amie Violette souffre de troubles comportementaux graves, puissants, et que la façade séduisante et rutilante recouvre en fait failles et tourments. C'est elle, l'anodine jeune fille, Blanche, donc au parcours sans éclat, qui fascine Violette au point que cette dernière veuille lui ressembler jusqu'à la schizophrénie. Tout se passe comme si chacune essayait d'endosser la vie de l'autre, et que la chaleur du titre,
qu'il faisait chaud cet été-là, servent de coction révélatrice, comme par exemple en alchimie, d'incubateur, si l'on veut, aux pulsions et aux désirs plus ou moins tenus en lisière tout le reste de l'année. Rétrospectivement écrite au jeu et adressée à Violette elle-même, cette chronique douce amère de l'été de leurs 14 ans s'actualise comme le délicat tombeau d'une amitié devenue toxique. Le temps scolaire ou périscolaire rythme bien sûr la vie de ces adolescentes et le cursus collégien et ou lycéen structure les récits. Les filles de Comme des images sont en seconde. Celles de Copie double sont en 5e. Mina elle-même, la Mina de Stoker et puis de Kamel Wally, est institutrice, en tout cas jusqu'à son mariage, et ne s'en cache pas. Ainsi, nous tenons-nous toujours aux confins de l'enseignement, de l'apprentissage, de l'éducation. Dans cette intimité forcée que les filles entretiennent entre elles, intimité où se forge et se fixe l'identité sexuée, le miroir, et là je vous rejoins tout à fait de ce que vous disiez, miroir de l'autre femme, entre guillemets, comme disent à la fois Luce Irigaray et les intellectuels féministes comme Hélène Cixous, Clarice Lispector et surtout la Britannique Juliet Mitchell. Je ne reviens pas sur, je pense en particulier à un texte qui s'appelle Illa, la scène de la fille, mais passons à cela, nous entraînerait un petit peu loin. Donc, nous retrouvons bien dans la série, j'en parle souvent de Joss Whedon, la tueuse maléfique, lorsque dans les novélisations, Buffy rencontre ses doubles, Célina par exemple, la tueuse, donc double maléfique de la bonne tueuse, mais aussi nous pouvons observer combien le regard de Mina sur Lucie et le regard de Lucie sur Mina est un regard profondément sexué, je n'ose dire érotique, mais lorsque nous lisons une phrase comme « Que ne suis-je avec toi, ma chérie, assise près du feu en déshabillée ?» Bon, on se dit qu'il y a quand même, ou alors une très très grande naïveté de la part de Bram Stoker, ou alors, disons, des niveaux de relecture actuels, qui, bien sûr, nous amènent à regarder ces deux femmes plongées dans une intimité effectivement érotique que ne partagent pas les hommes, en tout cas, qui sont quand même présentés comme agressifs. Donc, peu à peu, cette intimité se dégrade et Lucie, la mauvaise fille, est de plus en plus bizarre et étrange. Il y a maintenant autre chose d'étrange en elle qui m'inquiète un peu, dira Mina en parlant d'elle. Elle se mit à rire, ce qui, l'avoue, me parut étrange, inquiétant, etc. Donc, on comprend mieux alors, en ayant présent à l'esprit ces grands modèles, ces Urtexte, diraient les Allemands, l'amphibologie du titre de Clémentine Beauvais, comme des images. Bien sûr que c'est la fin de la formule lexicalisée « sage comme des images », mais on passe aussi aux images réelles, aux images animées, multiples et obscènes, que le fiancé est conduit à lancer sur les réseaux sociaux, puis au dessin réalisé par Iseut, la jumelle, et qui s'envole avec elle du haut de la tour dont elle va tomber, du haut de laquelle elle va tomber, la tour Clovis. Iseut et Léopoldine sont jumelles, je l'ai dit, donc chacune se fond dans l'apparence de l'autre, et la narratrice, elle anonyme, passe de l'une à l'autre dans un kaléidoscope d'affect et d'attirance qui se brisera lui aussi lors de cette journée fatale. L'auteure elle-même, dans une étude critique, rappelle la malédiction qui, selon elle, s'attache aux enfants trop précoces, aux surdoués tour à tour encensés et persécutés. Je cite, « La proximité de la figure de l'enfant surdoué avec le mal, la maladie, la mort, la punition dans la littérature de jeunesse, que ceci soit infligé par l'enfant ou à l'enfant lui-même, signale l'attitude ambiguë des adultes envers de tels enfants dans la réalité. » Ce qui m'amène à ma troisième partie, que j'ai appelée de l'idem à l'ipsé, une identité corrompue. Ainsi, la thématologie du double féminin, double oppositionnel la plupart du temps, abrite-t-elle aussi un questionnement sur soi, un soi morcelé, parfois méconnaissable et méconnu, qui objective sa double postulation en dédoublant les protagonistes sur l'autre scène, selon les termes d'Octave Manoni. Lucie, bien sûr, nous l'avons dit, est une Mina
privé de la grâce céleste, pour reprendre une problématique pascalienne. Mais Mina aussi sera vampirisée par Dracula. Iseult et Léopoldine, sont toutes deux aimées par la narratrice de Comme des images, qui se rend compte un peu tard qu'elle s'est trompée d'amour, d'amitié, d'amour. On ne sait pas très bien, et qu'Iseult était infiniment, j'ai droit moi aussi très bien, mais maintenant je sais ce que ça veut dire, donc j'ai très bien compris, était plus digne d'affection, mais voilà, que l'égocentrique et intouchable Léopoldine. Quant à Aliénor, ne contient-elle pas déjà dans son prénom toutes les lettres, je l'ai dit, qui composent le nom de Anne, la jeune collégienne dont elle va si désespérément phagocyter l'existence. Je ne vous parlerai pas de Orphan Black, voilà, donc je tourne un petit peu vite les pages. Et j'en viens à mes conclusions. Il faut. Donc, j'avais pensé, bien sûr, au titre, avant d'en venir aux conclusions, au très beau titre de Delphine de Vigan, et Rien ne s'oppose à la nuit. Delphine de Vigan, dont le dernier roman, d'après une histoire vraie, raconte exactement la fascination d'un double féminin toxique entre une femme écrivain et une sorte de fan devenue folle. Le locus scolaire, présent dans la plupart des récits et séries de jeunesse, sert de révélateur ou de masque en faisant éclater les contradictions inhérentes à l'amitié féminine, inégalitaire ou toxique. Rivalité pour l'amour de la mère, honte sociale travestie en ambition ou en indifférence, besoin dévorant de s'approprier l'autre au risque de se perdre. Mais au-delà de la spécificité jeune à laquelle se réfère notre problématique, il est aisé de percevoir l'universalité d'une telle disposition. Et c'est sur une brève analyse de Marie-France Chamba-Houillon que j'aimerais clore mon propos un peu plus vite, mais voilà, il faut maintenant. Donc je cite. « Les jeunes vivent bien dans le même monde que les adultes, mais parallèlement à eux. Dès lors, ce monde juvénile, lorsqu'il est cohérent et autonome, devient une entrée fictionnelle attractive possible, pour rendre compte de la réalité en général. L'univers des adolescents n'est pas seulement une miniature fictionnelle du monde réel, il fonctionne comme un prisme l'exemplifiant. Je vous remercie.